Hello Gad Elmaleh, shalom, salam Shalom, alaikum. salam. Ah ouais, toutes les langues parlent en nous. Bah, humoriste international, Oui. accueil international. Et puis interview multilingue. On vous retrouve en ce moment en tournée et à Paris au Palais des Sports pour votre spectacle d'ailleurs. Si on suit un peu votre parcours, vous avez souvent fait des spectacles autobiographiques, mais là, il y a un truc qui a changé. Vous n'êtes plus tout à fait le même. C'est vrai ? C'est juste. Qu'est-ce qui a changé ? Moi, j'attends que vous me demandiez si c'est le spectacle de la maturité. Je me suis moqué des journalistes pendant des années qui disaient est-ce que c'est le spectacle de la maturité ? Et aujourd'hui que je fais mon spectacle de la maturité, plus personne me pose la question. Est-ce que c'est le spectacle de la maturité, Gad Elmaleh ? Alors, puisque vous en parlez, ça tombe bien. Je crois qu'il y a un petit recul ironique et marrant et un peu éculé de cette expression, mais il y a un spectacle qui est peut-être plus proche et plus intime. En tout cas, celui-ci, il l'est. Est-ce que c'est celui de la maturité ? Je sais pas, j'aime pas trop cette expression, mais oui, il est différent, il est intime. Ouais, il est intime, on sent beaucoup de sincérité quand vous en parlez, c'est-à-dire qu'on sent qu'il n'y a plus cette pression-là de faire rire à tout prix. On peut aussi émouvoir, en fait, quand on est humoriste, quand on est comique. Aussi, et on a peut-être un peu moins l'idée de l'obstination de faire rire, de faire rire, mais de prouver des choses. Moi, j'ai pas envie de prouver des choses, j'ai envie que ce soit drôle, j'ai envie de faire rire, mais j'ai moins le besoin de prouver des choses. C'est l'âge, non ? Ouais, parce que vous avez prouvé peut-être aussi, c'est ce que vous vous dites ? Peut-être, c'est pas terminé, la quête elle est pas finie et je pense qu'on n'a jamais terminé. D'ailleurs, il y a quelques jours, dans une émission de télé, on a diffusé des extraits de mon spectacle que je joue en ce moment. Les extraits étaient filmés il y a une semaine dans une ville en France et je trouvais que je le faisais mieux qu'il y a une semaine déjà. Donc il faut venir à la fin de votre spectacle en fait pour que ce soit vraiment excellent, c'est ça ? C'est ce que vous êtes en train de dire ? Non, parce que moi j'ai le repère, mais je crois que c'est sans cesse en évolution. Et voilà, je suis. C'est pas que de l'exigence. Je pense que ce métier-là, de l'humour et surtout du stand-up, de l'adresse directe au public, nécessite beaucoup plus de peaufinage que simplement être un comédien comique avec un texte établi, écrit et jouer la comédie. Je pense. C'est mon école en tout cas. Vous dites, avant je me protégeais, j'avais peur. Là, je parle de tout. Vous aviez peur de quoi et vous vous protégiez de quoi ? On est tous chargés par un héritage culturel, familial, identitaire. Et on ne se permet pas des choses parce que c'est des réflexes. Ce sont des thèmes, ce sont des choses qu'on ne veut pas aborder. Moi, comme quoi ? Comme la religion, comme la mort, comme le sexe, comme la politique, parce qu'on sait que ça va diviser, mais on a peur de diviser. C'est pas le mot peur, c'est juste qu'on appréhende parce que d'abord avant on veut plus plaire à tout le monde, ce qui est moins le cas, même si on veut plaire, parce que je suis pas psy, mais je pense que d'aller sur scène devant 4000 personnes tout seul tous les soirs, il y a un besoin un peu aussi d'être aimé, mais ça paraît une banalité, mais il y a une partie de ça. Après, on a moins peur des conséquences, quoi. Moi, j'ai beaucoup moins. C'est pas le mot peur. J'ai peur. J'ai pas peur. Moi, je doute, mais j'ai pas peur. J'appréhende moins les conséquences. J'ai pas de problème. Je parle de religion, qui est un sujet de crispation en France. Ça peut être terrible. chaud d'en parler. Oui, mais je pense que les problèmes. C'est la façon dont on en parle aussi, peut-être. Oui, c'est aussi le manque peut-être de. On se connaît pas assez. Et aussi, c'est peut-être une hypocrisie. Derrière la laïcité, à laquelle je suis très, très, très attaché, on se dit, il faut pas faire... Il y a des mots, laïcité, communautarisme, alors que non, il y a spiritualité, il y a religion, il y a des communautés sans communautarisme, il y a de la spiritualité sans religion, il y a de la pratique avec de la laïcité. Donc c'est une perplexité, une ouverture, et c'est pas... c'est ou la religion, ou le... Enfin, je sais pas, je suis plus perplexe aujourd'hui, quoi. Mais c'est la société aussi qui veut ça. On parle totalitarisme, communautarisme, extrémisme, tous les vivre ensemble. Le vivre ensemblisme. Le vivre ensemble, moi, je suis pour, mais ça me fait rire. Ça me fait rire vivre ensemble, parce que vivre ensemble, c'est une conséquence. Le vivre ensemble, ça devrait être une conséquence d'un enseignement ou d'une éducation où on nous a enseigné sur l'autre et qu'on a appris à se connaître. Et la conséquence, c'est qu'il y a du vivre ensemble. J'ai rien compris. Ah bon ? En gros, si tu veux faire du vivre ensemble aujourd'hui, t'arrives après l'accident, et il vaut mieux faire de la prévention. L'éducation. Là, vous comprenez. C'est l'éducation. Je pense pas que du jour au lendemain, on peut faire du vivre ensemble, parce qu'après, on va faire du soyons gentils, on va faire du bien conduire, du pas frapper. Je crois pas, moi, à ça.
Je veux qu'on vive bien ensemble, mais je veux surtout qu'à l'école, on explique aux gamins qui sont dans un pays dans lequel il y a différentes religions, il y a différentes nationalités, quoi. Dans tous les milieux, vous observez des décalages. Et ces décalages, on les retrouve aussi dans vos spectacles. D'un côté, les boulettes, de l'autre, les paillettes. Les boulettes de votre mère, les paillettes de la famille princière. On a l'impression que finalement, vous avez souvent le cul entre deux chaises. Et avoir le cul entre deux chaises, parfois, c'est pas très confortable. Oui, c'est mieux que le contraire. En fait, oui. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon spectacle D'ailleurs. Parce que je suis d'ailleurs partout et j'ai l'impression d'être chez moi nulle part. Je suis très bien sur scène. Je suis très bien ici, face à vous, mais je ne suis pas d'ici. Et j'ai toujours été d'ailleurs parce que je n'ai pas arrêté de bouger. Quand je suis parti du Maroc au Québec, j'étais le mec du Maroc. Quand je suis parti du Québec et je suis venu vivre en France, j'étais le mec du Québec. Quand je suis parti aux États-Unis, j'étais le mec de France. Mais vous allez le chercher alors du coup. Vous faites exprès d'être ailleurs et d'être à côté. Je vais le chercher. Je ne dirais pas du coup, mais je vais le chercher. Du coup. Du coup, au final, on le dit beaucoup du coup. Hein. Donc du coup, ça s'appelle D'ailleurs. au final, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est un spectacle sensible, introspectif, humain et plein d'autodérision. C'est drôle et tendre, intime, authentique, sans être impudique. Allez-y, il y a vraiment des dates un peu partout en France. Il y a aussi le Palais des Sports en ce moment à Paris. Gad Elmaleh, dans votre spectacle, on voyage dans le temps. Et dans cette émission aussi, on va voyager dans le temps. C'est dans le rétro sur France Bleu. Allez, on démarre notre voyage dans le temps. C'est parti. 19 avril 1971, 11h15, Maroc. Vous naissez à Casablanca, famille juive marocaine. David et Régine, vos parents vendent des pizzas, des fringues, ils tiennent un magasin de jouets aussi. Vous avez un frère, une sœur. Vous grandissez dans le quartier du Marif. Vous êtes un enfant heureux à ce moment-là. C'est pas du Marif. Ah merde. C'est pas grave. C'est pas grave. Oh, non, mais je veux faire la journaliste qui taffe son émission, qui connaît. J'ai toujours appris que quand on disait pas une chose, une vérité, ça nous poursuivait. C'est un autre quartier qui s'appelle le Seyel, mais. C'était ça que je voulais dire, en fait. Si vous voulez le dire en marocain, c'est très dur à dire. Ça va convoquer de la gutturalité, c'est Halil Hassani. Halil Hassani. Halil Hassani. Pas mal. Est-ce que je suis heureux à ce moment-là ? Je suis mélancolique. Mais pas triste. Je suis mélancolique. J'ai des souvenirs mélancoliques. Pourquoi mélancolique ? Parce que j'ai l'impression, encore une fois, de ne pas être à ma place. Et j'ai l'impression qu'il y a un ailleurs qui m'attend. Il y a une vraie flamme qui m'anime d'un ailleurs, d'une lumière que je cherche. Et je l'ai toujours cherchée. J'ai compris après quelle était la scène. Aujourd'hui, elle est plus dans une quête peut-être un peu plus personnelle, spirituelle, différente. Mais j'ai ce petit blues, mais pas triste, pas négatif. C'est juste, je me dis, il y a un truc, il y a quelque chose qui m'attend. Mais vous le sentiez, parce que c'est pas donné à tout le monde de sentir ça. Des marches très longues, seul au bord de la mer, à me dire, il y a quelque chose qui m'attend dans ce monde. Mais c'est pas la notoriété, c'est pas le succès. C'est un épanouissement. C'est comme un petit secret. Je me dis, il y a un truc qui m'attend. Il y a des gens pour qui c'est l'amour. Ils projettent une histoire d'amour. L'homme ou la femme de ma vie, l'histoire d'amour. Moi, je sais pas, il y a une lumière et je sais pas ce que c'est. Vous disiez, cette lumière, elle a changé. Maintenant, c'est quoi cette lumière aujourd'hui ? C'est peut-être la recherche dans ma recherche de vérité ou de spiritualité, peut-être. Pas de religion, mais de quête de comprendre un peu. De sagesse. Allez, on va dire ça, puisque c'est le spectacle de la maturité. Voilà. La sagesse, ça va ensemble, bien sûr. La sagesse, c'est quand même... C'est sage. C'est sage. C'est comme une image, voilà. Gad Elmaleh. Alors parce qu'on se marre. Je vous explique. Ça, on n'y touche pas. Gad Elmaleh, c'est un gars qui vit à la rue des Rosiers, à Paris, dans le Marais. Ou alors, c'est un gars qui fait marrer. C'est pas mal. Ou un gars qui a eu du mal à démarrer et... S'il vous plaît. On garde, s'il vous plaît. Je suis toute rouge du coup. Mais ça se voit pas, c'est de la radio. Mais non, moi c'est très bien. Ça vous rend très humaine. Alors Gad Elmaleh, il paraît que vous avez le syndrome du blédard. Mais c'est quoi le syndrome du blédard ? C'est ce que moi j'ai nommé le syndrome du blédard, mais il faut savoir qu'il ne faut pas venir d'un autre pays ou être étranger en France pour avoir le syndrome du blédard. Le syndrome du blédard, c'est ce que j'appelle le syndrome d'imposture. Mais qui n'est pas vraiment que ça. D'ailleurs, je suis pas trop d'accord avec ce que je viens de dire. Je vous donne un exemple. Moi, je vais dans un magasin, je fais des achats, je paye mes achats,
je prends mon sac, je sors, j'ai l'impression, malgré le fait que j'ai payé mes achats, que ça va biper. Pourquoi ? Comme ce jour-là, par exemple. Un jour, vous allez dans un magasin de luxe, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, pour faire un cadeau à votre mère, et en sortant, vous avez l'impression que ça va sonner. Oui. C'est ça le complexe du blédard. C'est ça. C'est être dans un hôtel incroyable, payer sa chambre, mais voler les petits shampoings et ne pas pouvoir s'en empêcher, alors que c'est des symboles comme ça. C'est aussi cette chose que d'être invité à une soirée et de dire son nom. Et je vous promets, c'est pas une forme, c'est pas une posture. Hein, je vous jure qu'aujourd'hui encore, quand je suis invité à un événement, à une soirée, j'ai toujours l'impression qu'il n'y a pas mon nom. J'ai toujours l'impression qu'on va me dire non. Je vous promets qu'encore aujourd'hui, quand je mets ma carte de banque dans la tirette, je pense qu'on va me dire c'est fini cette époque. Parlons de l'humour. L'arabe est voleur. Le juif est riche, le noir est gâté par la nature. Qui a dit bien monté. C'est un peu les clichés qui sont véhiculés en général dans l'humour. Parfois, on fait des blagues, des sketchs. Finalement, est-ce que ça finit pas par peser inconsciemment et par créer un complexe, justement, un malaise ou un mal-être ? Non, mais je pense qu'il faut pouvoir jouer avec ces clichés, les exagérer au contraire. Je crois que bien souvent, les malentendus au niveau des clichés, d'abord, ils proviennent pas toujours des personnes soi-disant touchées, mais plutôt de défenseurs de la morale, de la bien-pensance. Je le sais, moi, je l'ai vécu parfois. Et après, je pense qu'il faut se faire confiance et il faut pas utiliser le cliché, mais s'en moquer. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de me moquer des gens qui disent tout ce que vous venez de dire. Et ça m'éclaterait de faire un personnage, justement, qui est comme ça. Dans ce cas-là, c'est une manière aussi de dénoncer ces propos-là. C'est 1000 fois plus intéressant, mais de pouvoir les dire. De pouvoir les formuler, parce qu'il y a beaucoup de crispation. De toute façon, dès qu'on touche difficile. c'est très très compliqué. En France, encore plus qu'ailleurs. Hein. Alors, on parle beaucoup du puritanisme américain, c'est vrai, ça existe. Moi, j'y ai vécu, j'ai travaillé là-bas, mais c'est sur des sujets très précis, le sexe, le patriotisme, l'armée, ce sont des sujets voilà, qui sont fragiles, et moi je les respecte, mais ils ont beaucoup moins, bizarrement, alors qu'ils sont très puritains, de problèmes de second degré ou d'absurde avec l'identité. Cela dit, ça se complique maintenant aussi là-bas. C'est un peu partout maintenant, je pense. Pas mal. Après, le fameux « on ne peut plus rire » et tout ça, c'est pas vrai. Tout évolue et il faut rire avec le « on ne peut plus rire » et il faut rire du « on ne peut plus rire ». Et je répondrai jamais à la question « est-ce qu'on peut rire de tout ?» Moi, je réponds toujours oui, mais on n'est pas obligé. C'est pour fuir un peu ces questions. Gad Elmaleh, est-ce qu'on peut rire de tout ? Alors, oui, mais ça fait plaisir. Voilà. Allez, télétransportation, on y retourne. Nous sommes à la synagogue de Bethel, c'est ça ? Waouh, le temple, le temple Casablanca. Des Algériens, ouais. Waouh. Dans votre spectacle, vous parlez de religion. Il y a un cantor, ouais. Quelle place occupe la religion dans votre vie ? Je pense que c'est plus de la spiritualité que de la religion. L'identité, de la religion, de l'héritage, elle filtre un peu. C'est des enseignements, c'est une manière de vivre, c'est une philosophie de vie, je suis pas pratiquant, mais... Mais croyant. Oui, mais surtout, j'aime échanger avec les différentes religions sur ce qui nous rassemble. Ça m'intéresse énormément. Je peux écouter le grand rabbin de France, Chaim Corsia, comme l'imam Ismail Mounir sur les réseaux sociaux, qui est un des hommes les plus éclairés que je connaisse, comme écouter le père Laurence Talabourdillon du Collège des Bernardins. C'est des enseignements, et chez chacun, j'essaie de trouver la lumière, quoi. Et justement, quel enseignement vous en tirez, vous, à titre personnel ? Pour vous, la religion, c'est quoi ? Nous sommes tous les mêmes, c'est pas bien la guerre. J'en tire que je me dis tout simplement qu'il faut qu'on se connaisse, encore une fois. Ouais. Il faut qu'on se connaisse.
Parce qu'il n'y a que ça, finalement. C'est un peu comme... Il faut ramener ça même à des singularités, à des êtres entre eux. Même si c'est entre deux personnes. Si deux personnes ne se connaissent pas, ils ont des idées, des projections, des clichés. Alors imaginons des communautés. Et puis aussi, il faut accepter certains mots dont on a peur en France. Parce que le mot communauté en France, il est devenu péjoratif. Sauf pour les réseaux sociaux. Ils n'ont aucun problème à parler de ça. Dans ma communauté, moi je parle beaucoup à ma communauté, je pense que c'est pire ta communauté de réseaux sociaux qu'une communauté de gens qui se rassemblent parce qu'ils ont soit des valeurs, soit une croyance commune. Et il est où le problème qu'il y ait plusieurs communautés ? L'idée n'est pas d'éliminer l'idée de communauté, mais c'est de les faire se parler entre elles et de se mélanger et d'échanger. C'est ça l'idée. C'est pas. Je crois qu'il y a un fantasme bien pensant qui est de dire il faut. La communauté, c'est pas le communautarisme. Et le communautarisme, ça n'est pas que péjoratif. Et renforcer son identité, pratiquer sa religion en respectant les autres, c'est très bien. Finalement, être différent, mais vivre ensemble. Mais accepter les différences vivre ensemble, mais comme une conséquence, vivre ensemble, encore une fois, comme une conséquence au fait qu'on se soit rencontrés, que les différentes communautés se soient rencontrées, et non pas comme point de départ, comme projet, nouveau projet, comme mot concept, comme élément de langage, comme truc qu'on entend dans la bouche de certains politiques, c'est des concepts, quoi. Est-ce qu'à un moment donné dans votre vie, vous êtes rattaché à la religion ? C'est le cas pour certains, parfois, dans des moments difficiles ou dans des moments... on se rattache à la religion. Est-ce que ça vous est arrivé ou jamais ? Non, pas trop. Pas dans la pratique, pas dans le dogme, pas dans le culte. On va dire dans la... Ouais, ça m'arrive de prier, mais à ma manière, et ça, c'est très personnel. Pour demander ou pour remercier ? Ah, c'est intéressant. Les deux. Les deux. Télétransportation, on y retourne ? C'est parti. « 1984, nous sommes au Niagara, boulevard Ziraoui à Casa. Vous êtes là avec vos potes. Là, il y a de l'info, là. On va sortir un peu parce qu'il y a un peu de bruit. Voilà. Là, il y a le parapet, le sas, et un peu plus loin, traîne dans le quartier, vos potes. Et sur les bancs de l'école, c'est pas toujours très cool, visiblement. Vous, l'école, c'était pas trop votre truc ? Non, pas cool. Pas cool. J'y étais pas très heureux. J'y trouvais pas beaucoup de satisfaction, de choses immédiates comme ça, et j'avais pas la patience, j'avais pas... Il fallait que je sois intéressé, mais jusqu'à aujourd'hui, il faut que je sois connecté aux gens, aux choses, aux événements, aux sons. Sinon, je m'ennuie très très vite. Il y a des enfants qui sont comme ça, et aujourd'hui, j'essaie d'ailleurs de comprendre encore plus mes enfants et ceux qui sont autour de moi, soit ceux avec qui je travaille, ceux qui décrochent. Ouais, justement, c'est très très important comme sujet. Et encore une fois, un enfant qui décroche, c'est pas un enfant qui n'a pas de capacité. Il est singulier. Donc l'école, ça n'a pas été fort pour moi, mais j'étais pas forcément le cliché du cancre qui met le bazar et qui... Oui, je faisais rire, mais non, j'étais plutôt dans une mélancolie détachée du groupe. Oui. On se télétransporte ? Nous sommes toujours dans les années 80, cette fois, c'est le jour de la rentrée. La prof est là, devant vous, ça vous angoisse. Rien que le son de la sonnerie, ça vous angoisse ? La prof est devant vous, elle dit à ses élèves « Vous n'êtes pas là pour avoir des bonnes notes, enfin c'est pas le but, c'est une conséquence. » Je vous laisse continuer cette phrase, je crois que c'est une phrase qui vous a marqué. Alors, vous n'êtes pas là pour avoir des bonnes notes, c'est une phrase pas le but. Que j'ai entendue aux États-Unis. À l'époque où mon fils était à l'école là-bas, j'ai entendu un jour, quoi qu'il en soit, la chose la plus importante, c'est que ce qu'a dit cette prof m'est resté dans la tête et m'a beaucoup ému. Vous n'êtes pas ici pour avoir des bonnes notes, vous êtes ici pour faire votre maximum, votre possible pour en avoir, et à nous de vous aider à les avoir, ces bonnes notes. J'ai trouvé cette vision de l'éducation, mais alors bon, les enseignants qui m'entendent là tout de suite, ils disent c'est une formule qui vient en classe et qui va voir comment c'est difficile de les aider. Oui, mais il y a quelque chose en tout cas de très séduisant dans ce discours, et aussi c'est un beau projet que de dire à l'enfant fais ton max, je m'occupe du reste. C'est beau, et ça m'a servi dans la vie aussi. Oui, de lui faire confiance, le responsabiliser sans lui faire porter un poids ou une culpabilité. Sans l'écraser finalement. Les enfants qui décrochent, c'est pas des bons à rien, comme on peut l'entendre parfois. C'est des enfants qu'on n'a pas assez entendus, qu'on n'a pas assez écoutés.
Quand vous dites ces choses-là, c'est parce que vous parlez en connaissance de cause et c'est comme ça que vous avez vécu la scolarité? Complètement. Il m'est arrivé de rencontrer des enfants qui décrochent et qui ont des vrais problèmes. Et moi, j'ai toujours trouvé chez eux des talents. J'ai toujours trouvé chez eux, et je leur ai dit d'ailleurs, vous êtes unique. Vous n'êtes pas à part, vous êtes unique, vous êtes singulier. Et je crois que vous vous conformez pas, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre place dans le groupe. Ouais. Et c'est super. Moi, je sais pas, j'ai envie de dire à ces enfants, si tu suis pas la chorégraphie, c'est pas grave, mais montre-moi ce que tu peux faire de différent. Les autres, ils font bien la chorégraphie. D'ailleurs, je fais un parallèle avec la danse, c'est peut-être très con, je sais pas d'où ça me vient, mais quand je vois des gens, par exemple, danser tous ensemble sur les réseaux sociaux, ils sont très contents parce qu'ils dansent tous ensemble. Mais moi, ça me touche pas parce qu'ils dansent tous ensemble. S'il y en a un qui danse pas comme les autres, s'il est intéressant, même s'il y a moins de performance, c'est lui que je vais regarder. Et moi, j'aime les gens qui dansent tout seuls s'ils proposent quelque chose de différent. Déborah, je viens d'inventer une formule que je vais garder. C'est vrai? Oui, cette parabole de la danse, ça s'appellera. D'accord. Et on l'appellera la parabole dans le rétro. Je serais ravie. Ah ben oui, je vous citerai à chaque fois que je ferai cette parabole. Évidemment, j'espère bien. Justement, je voulais vous demander, vos enfants, je ne sais pas s'ils bossent bien ou pas, si c'est des bons élèves ou s'ils sont à côté comme vous, et dans ces cas-là, s'ils sont à côté comme vous, quel discours vous leur tenez? On va dire qu'ils sont... je pense que leur parcours est meilleur que le mien. Enfin bon, le petit, il est encore trop petit, je peux pas, il a 8 ans. Le grand, il a 21 ans. Mais je dois dire que moi, j'ai appris. Vu mon parcours, j'ai appris à être à leur écoute et à essayer en tout cas, d'être à leur écoute pour pas créer du stress avec l'école et tout. Mais c'est compliqué, de toute façon, c'est des questions très très compliquées. Ouais, c'est compliqué parce qu'on a envie qu'ils soient bons à l'école, qu'ils aient des bonnes notes et en même temps on accepte leurs différences et on se dit c'est pas grave, tu galères, c'est pas grave, en plus, trouve ton talent. Le syndrome du blédard voudrait qu'on les engueule avant même de comprendre. Eh ben non, il faut pas faire ça. Gad Elmaleh, à 17 ans, vous quittez le Maroc, destination le Canada. C'est parti. Nous sommes dans l'avion, on atterrit à Paris, vous avez 21 ans. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher en France à ce moment-là? J'ai retrouvé des textes que j'avais écrits dans cet avion justement. Et c'est formidable comme quand à un âge, quand on est jeune et qu'on se met à écrire de la poésie, ou alors de la poésie, on a une forme de... On est très maladroit, mais on a beaucoup d'assurance. C'est un mélange de... C'est très très touchant, et il y a des choses ridicules que j'ai écrites, que je relis, mais en même temps avec une vérité. Et ben je venais pour... Là, en l'occurrence, je venais pour gagner, quoi. Je venais pour conquérir. Pour tout défoncer. C'est la chanson d'Aznavour, mais vraiment, je l'assume entièrement. C'est vraiment, je venais pour tout péter, quoi. Je me disais, moi, ça y est, c'est à moi Paris, c'est bon. La France, c'est le pays où je vais faire mon métier, c'est le théâtre. Alors, je savais absolument pas que j'allais faire du one-man show comique. Pour moi, je pensais même que j'allais aller à la Comédie Française. Bah oui, vous aviez fait le cours Florent, je crois, voilà, en cours libre. Ça fait sourire les gens de la Comédie Française, mais bon, c'est comme ça que je suis devenu humoriste, justement. Mais voilà, je pensais que j'allais jouer des classiques, que j'allais jouer de la comédie, certes, mais des classiques et que j'allais jouer, je sais pas, au théâtre avec des autres acteurs toute ma vie, quoi. C'est plus difficile d'être humoriste que d'être comédien, non ? Oui, j'ai hésité, mais c'est plus intense, il y a plus de risques entre guillemets, enfin de risques dans le sens où on marche sur un fil et ça exige beaucoup plus de... Oui, avec l'immense respect que j'ai pour les acteurs de théâtre, et je fais du théâtre, mais on va dire qu'on est à nu quand on fait rire et on va chercher le rire et il faut qu'on obtienne ce rire. C'est pour ça d'ailleurs que la problématique quand on vieillit et qu'on devient un vieil humoriste, il peut y avoir un risque parce que c'est pas un métier qu'on fait tout simplement et que le public regarde. On exige du public des choses. Un pianiste, il n'exige pas le rendement, le rire, l'efficacité. Il n'y a pas un renvoi direct. Non, mais un humoriste à un certain âge, s'il demande encore qu'on l'écoute, il faut être très, très, il faut être... Non, mais Gad, justement, c'est ce que je vous disais hors antenne avant cette émission. Je trouve que vous faites partie des humoristes, et il n'y en a pas beaucoup, qui restent dans le coup finalement, qui sont invités chez des youtubeurs. On vous sent à l'aise avec cette communauté de youtubeurs. Ce qui n'est pas le cas de tous les humoristes. Il y a des humoristes qui peuvent paraître parfois un peu... has-been, j'aime pas dire ça parce que c'est pas cool, mais alors, pas vous. Alors, parce que c'est ressenti, c'est pas un coup de jeunisme ou alors tiens, il faudrait que j'aille. C'est aussi pour poursuivre ce qu'on disait hors antenne.
le fait que je sois connecté à cette génération d'humoristes de manière organique, naturelle, normale. Moi, je vais dans les comédie clubs pour travailler mes passages. Donc, je travaille mes vannes. On peut vous retrouver dans des caves, dans les sous-sols et au Palais des Sports, par exemple. Hier soir, j'étais au Paname, ouais. à Paris. Parfois, je vais au Fridge. Et très souvent, je vais au Paname. Je joue 10 minutes. J'ai une vanne à peaufiner. Il y a des jeunes qui sont là. On parle, on échange sur nos vannes, sur le spectacle. Et je croise toute la nouvelle génération pour qui j'ai beaucoup, beaucoup d'affection. Et je suis fan, quoi. Moi, j'adore Roman Frécinet, j'adore Paul Mirabel, j'adore Redouane Bougueraba, j'adore Tariq. Edgar Rive, j'aime tous ces gens-là. C'est des gens qui sont les nouveaux comiques qui me tuent de rire, quoi. Il y a de l'avenir. Ah ouais, vraiment. Et heureusement, parce qu'à un moment donné, je vais devoir laisser les clés de la boutique. Hein. Ce serait dur ? Non, pas du tout. Non, ah non, pas du tout, puisque ce sont que des passages dans la vie. Et puis, non, il faut passer, il faut se nourrir de cette passation. Il ne faut pas attendre que le public te dise c'est bon. Dégage. Ah, non. Et puis, il ne faut pas non plus... après, moi, je n'ai pas de leçon à donner, mais c'est triste de dire j'arrête. Il faut que les choses soient faites naturellement. Mais à un moment donné, je crois que tu ne peux pas être un vieux comique. Il n'y a pas d'exemple, de toute façon. On parlait tout à l'heure de votre sentiment de toujours être à côté. Quand vous êtes arrivé en France... Là, ça va, je me sens bien. Ouais, c'est bien. Ah bah tant mieux, ça me rassure. Bien, ouais. Vous vous sentiez étranger à l'époque quand vous êtes arrivé en France ? Ah bah oui. Ouais. Bah, tu te sens étranger parce que déjà, dans la pratique, il y a des démarches à faire. C'est tout con, mais il faut aller à la préfecture de l'île de la Cité à l'époque pour faire la queue, pour avoir un titre de séjour. Donc, on ne te le fait pas sentir tout le temps, mais tu sais qu'il faut que tu sois en règle, il faut que tu aies tes papiers, il faut que... Donc, tu l'es. Mais au théâtre, c'est une richesse. J'arrive avec un univers. J'arrive avec le Maroc et le Canada. Je fais des personnages au théâtre. Je rencontre des profs qui me marquent à vie. François Florent, Joséphine de Rennes, Marc de Buchère. Et ces gens-là, Hervé Briot, et eux, ils prennent la matière et ils la prennent et ils me disent que c'est intéressant. Donc, c'est eux qui me donnent confiance pour devenir humoriste. C'est une richesse, finalement. Oui. Incroyable. Oui. Quelles sont les concessions à faire pour s'intégrer en France et est-ce qu'elles ont été difficiles ? C'est intéressant, ça. Non. J'ai pas eu de concessions à faire. Il faut pas oublier que nous, on grandit. Moi, j'ai grandi au Maroc avec une. Bien sûr que la deuxième langue au Maroc, c'est le français. Moi, je parle l'arabe marocain couramment parce que j'étais au contact aussi de la vie dans la rue. Mais la culture française, elle est très 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 présente au Maroc. Pour ceux qui vont à ce qu'on appelle la mission française, et ça a été mon parcours, mais c'était très bien. Pas de concession alors à faire pour s'intégrer quand on arrive comme ça du Maroc ? En tout cas, c'est pas ce que vous avez ressenti, non ? Non, il n'y en a pas qui me viennent tout de suite. Moi, j'étais vraiment... j'avais un plus, quoi, d'être d'ailleurs. J'avais vraiment un plus. J'étais... non, puisque tu as tous les avantages et les inconvénients. Ça fait des super spectacles. À part le droit de vote, tu as tout. Tu as la sécu, tu payes tes impôts. Mais tu n'as pas le droit de vote si tu viens d'arriver en France. C'est tout. 1992, Paris, les cours de théâtre en classe libre au cours Florent. Vous vous présentez aux élections de trucs. Ça, vous avez fait ça ? Non, mais j'imaginais une bio complètement délirante. Et là, vous présentez... Qu'est-ce qui vous arrive à ce moment ? 1992, Paris, les cours de théâtre en classe libre au cours Florent, avec Isabelle Nanty comme prof, puis votre premier spectacle, Décalage, télétransportation. Nous sommes en 1999 au cimetière juif du 13e arrondissement de Marseille où repose Elie Kakou. C'est lui qui vous a donné envie de vous lancer vraiment dans une carrière d'humoriste et pas seulement dans une carrière de comédien. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas eu le temps de lui dire ? Oui, et puis j'aurais voulu qu'il soit là dans des moments de ma vie importants. C'est égoïste de dire ça, mais je pense qu'il aurait eu un œil et une écoute tellement utile, tellement bienveillante, tellement fraternelle et tellement tellement inattendue, puisque c'était quelqu'un qui était totalement libre, donc sa vision, elle aurait été libre sur certains événements heureux, durs, malheureux. Donc c'est ça qui m'a manqué avec Elie, c'est de ne pas l'avoir vu dans des moments importants de ma vie, quoi. Quelle que soit les joies ou les peines.
La mort, vous en parlez sur scène, comme ce jour-là au Calvi Comedy Festival. Les amis, j'ai pas peur de la mort, j'en parle. D'ailleurs, en France, les gens utilisent même des synonymes pour parler de mort, tellement ils ont peur de la mort. On est d'accord ? Quand quelqu'un meurt, on dit pas il est mort. On dit il nous a quittés. Il n'a pas quitté du tout, il est là-bas le pauvre. Juste, c'est vrai, il fonctionne plus, quoi. Il s'est éteint. Ah ouais, rallume, c'est bon. Mon préféré, c'est il a disparu. Ça y est. J'ai pas peur de la mort, les amis. Je pense même à ma propre mort. Je m'en fous. Je veux pas plomber l'ambiance, mais j'ai aucun problème avec ça. Rire de la mort, c'est facile ? Oui, c'est indispensable pour la côtoyer, pour la provoquer. Enfin, non, pas la provoquer. Non, vaut mieux pas la provoquer. C'est pas le mot, hein, pas le provoquer comme un événement, mais pour l'appréhender. L'appréhender, exactement, c'est le mot que je cherchais. Donc, oui, c'est bien, c'est important. Et puis, j'aime le fait que dans la salle, les rires soient au-delà de la mécanique comique de mon texte, soient aussi des humeurs, des attitudes, des tensions, des pressions, des crispations. De temps en temps, ils relâchent un. Donc ça, c'est très intéressant. Vous dites que vous n'avez pas peur de la mort, c'est vrai ? De moins en moins. Mais c'est pas que je n'ai pas peur, oui, parce que je suis. Je crois qu'il y a que avec. La spiritualité qu'on peut dépasser. Peut-être c'est pas le mot l'affronter, mais l'appréhender, la comprendre et se pencher dessus sans. Parce que finalement, ça conditionne toute notre vie autrement. Et puis toute notre vie est conditionnée par rapport à ça, donc il vaut mieux l'affronter, en parler pour que ta vie soit... La mort, ça arrive qu'une fois. Ça tu peux pas toute ta vie te conditionner alors à ce jour-là. Alors que la naissance, peut-être que ça arrive plusieurs fois. Eh bien oui. Peut-être, on ne sait la pas. La renaissance finalement. existe. La remords, non. Les artistes de la remords. Les remords existent. Les remords. Vous en avez ? Alors moi, cette question de les remords et les regrets, j'ai jamais compris cette histoire. C'est quoi la différence ? Vous avez des remords ou des regrets ? Vous avez des regrets, mais pas remords. J'ai jamais compris ce truc. Gad Elmaleh, vous avez des remords ou des regrets ? Mais alors, c'est le spectacle de la maturité. Hein. Je me souviens... Quel est votre défaut principal ? Je suis trop perfectionniste. Oui. Oh là là, les gens qui disent ça, faut encore pas ça... le dire. Mais moi, je le interdit. dis si j'ai un entretien. Mais il y a des gens qui disent encore je suis trop perfectionniste comme défaut, mais t'es fou. T'as pas le droit de dire ça. Je fais. Ah non, c'est impossible. Gad Elmaleh, je me souviens, le jour où votre frérot, votre pote Simon Amar est mort. Simon, c'est celui qui vous a inspiré le personnage de Coco. Vous aviez mis un message sur Instagram. Ce soir, j'allumerai un cigare à ta santé et je ne pleurerai pas, je te promets. Comment vous luttez contre le chagrin et est-ce qu'il faut vraiment lutter dans ces moments-là ? C'était une manière de lui rendre hommage avec l'énergie que lui m'avait donnée sans m'apitoyer et sans... je voulais être en phase avec ce que lui, il était. Et je crois que c'est égoïste finalement parfois de pleurer. C'est égoïste d'être attristé publiquement, c'est égoïste d'afficher c'est impudique et puis c'est juste pas c'est pas naturel pour moi, c'est juste que c'est ce qui m'inspire, c'est que j'ai envie de transmettre l'énergie qu'il avait, cet homme, et donc c'est ce que j'ai dit. Et quand je dis j'allumerai un cigare, c'est un peu voilà, on peut allumer une bougie, mais lui c'est ce qu'il adorait et puis c'était un clin d'œil quoi, et je l'ai vraiment fait et j'ai vraiment pensé à lui et je me suis recueilli. Pas pleuré. Et voilà, peut-être j'ai un peu pleuré, mais c'était la fumée du cigare. Ouais. C'est une faiblesse de pleurer. Ah non, pas du tout, non. Une faiblesse de pleurer. Ouais, ça peut paraître une faiblesse. Non, pas du tout, c'est un déclenchement lacrymal de la sphère oculaire. Gad Elmaleh, on reprend la machine à voyager dans le temps. Retour en 1996, premier spectacle Décalage. 2001, deuxième spectacle La vie normale avec cette chanson. Petit oiseau, si tu n'as pas d'aile. Ah, je peux plus. C'est vrai ? Tu peux pas voler. Mais c'est si drôle. Un petit baba voleur. Non, 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 non. Petit oiseau, si tu n'as Mais pas Gad, d'aile. revenez. Pourquoi vous partez ? Je peux plus. Je peux plus.
Sur scène, on découvre aussi 2 personnages, Chouchou et Coco. La même année, on vous découvre au cinéma dans La Vérité si je mens 2. Chouchou devient un long métrage. Vous tournez avec Cécile de France, Chabat, Depardieu, Audrey Tautou, Danny Boone. Vous serez François Pignon, ça c'est la grande classe quand même, dans le film La doublure de Francis Weber. Vous jouerez dans des comédies, dans des drames aussi. On vous retrouve dans La Rafle, dans le rôle d'un père de famille juif au moment de la rafle du Veldiv, pendant laquelle 13 152 juifs sont arrêtés, emprisonnés, déportés dans des camps d'extermination. Mars 2010, cinéma Gaumont-Marignan, c'est l'avant-première du film. Pour un film aussi fort, quand on est dans les décors c'est une horreur, on est dans les camps de concentration reconstitués, on a des costumes avec l'étoile jaune. À un moment donné, le travail de l'acteur, j'ai pas envie de le minimiser, mais il n'y a pas beaucoup de choses à faire, quoi. Faut juste raconter cette histoire. J'imagine qu'il y a plein de choses qui se sont bousculées dans votre tête et à ce moment-là, sur le tournage ou le soir, en rentrant, non? Qu'est-ce que vous vous dites? Comment vous avez vécu l'expérience? D'abord, beaucoup d'émotions, beaucoup. Ouais. Ne serait-ce que de se déplacer dans ces décors-là. Oui, et ensuite, c'est arrivé au bon moment avec Roselyne Bosch, c'est arrivé au bon moment parce que j'avais jamais... En tout cas, j'étais heureux et je la remercie de m'avoir tendu la main pour raconter et participer à ce devoir de mémoire. Donc, à ma manière, avec mon art, avec mon métier. Et c'est très important pour moi. Mais ce dont je parle là, le jour de l'avant-première, c'est que j'arrivais sur les décors, en effet, et parfois j'étais bouleversé. J'étais pris d'émotion parce que c'était une reconstitution forcément réelle et fidèle, parfois les vrais décors. T'es submergé, et quand je dis t'as pas grand chose à faire, c'est juste que voilà, t'es tellement ému, t'es tellement dedans, il y a juste à être présent. Et ce qui était important pour moi, c'était être dans ce film, pas faire grand chose, mais participer à ce projet qui s'inscrit dans un devoir de mémoire en France, qui a une page tellement sombre de l'histoire avec la Shoah, que j'avais envie de marquer aussi, de dire moi j'étais dans cette histoire-là, et j'ai aussi fait quelque chose pour qu'on se souvienne de ça. Vous disiez, elle est arrivée au bon moment, la réalisatrice. C'était quoi ce moment? C'était par rapport à des questionnements que vous aviez, par rapport à une transmission? Non, même pas, parce que j'étais pas dans un travail dessus. Ça a toujours été une réflexion, j'ai toujours été très concerné et alerté par ça, mais c'est juste que j'avais pas le bon projet pour pouvoir m'exprimer là-dessus ou pour pouvoir participer à cette question-là. Et donc, je la remercie pour ça. Voilà. 2000-2010, c'est votre décennie, vous êtes l'humoriste préféré des Français, c'est une sacrée reconnaissance. Vous pétez pas un plomb à un moment donné? Peut-être. Alors, je sais que les artistes disent toujours qu'ils n'ont jamais pété les plombs et que ça, ils ont su garder les pieds sur terre. Moi, je pense que péter les plombs, c'est pas des crises très graves. Il y a des petits pétages de plomb où on se reprend même soi-même. Je crois que la chance d'un humoriste, ils le sont tous, quels que soient les humoristes, c'est d'avoir quand même, je crois qu'on est des observateurs de la vie, du quotidien des gens, de leur caractère, on a une forme de deuil anthropologique sur la vie. Péter un câble totalement quand t'es humoriste et ne pas s'en rendre compte. C'est pas pareil, c'est pas rare, pareil c'est pas pareil d'observer les autres et de se faire une autocritique, une auto-évaluation. Ouais, mais tu te vois agir parce que t'as des copains, t'as des confrères, c'est pour ça que j'aime la nouvelle génération. 2 humoristes qui se rencontrent, déjà, ils s'analysent. Ils parlent même de choses que deux acteurs ne partageraient jamais, ça. 2 humoristes qui se rencontrent, ils sont capables de dire « T'es sûr des lunettes, là, ou pas ?» Mais jamais 2 acteurs vont se dire à Cannes « Dis donc, t'es sûr de tes lunettes ?» L'autre va lui dire « Bah oui, je suis sûr, puisque je les ai choisis et j'ai un partenariat avec la marque de lunettes de soleil. » Non, les humoristes, il y a toujours cette analyse, on décortique les choses, et puis ça se chambre, ça se charrie, et encore plus avec les jeunes aujourd'hui qui font partie de la nouvelle génération de comiques, ça n'arrête pas. Là, par exemple, vous êtes dans le studio, on est tous les deux. Ouais. Est-ce que c'est systématique quand vous êtes face à quelqu'un, quand vous échangez, vous la scrutez, cette personne, vous essayez de retirer des mimiques, des trucs, je sais pas. Ça vient naturellement. Ah ouais. Moi, je pense que ça vient naturellement. J'ai toujours pensé que si tu te rendais compte que tu étais en train d'observer, tu n'observais plus. Et en fait, les observations ou les imitations que je fais des gens, c'est bien souvent des imitations que je n'ai pas travaillées, mais je m'imprègne. Il y a une forme
d'infusion immédiate. Tu vois, il y a un truc où j'ai l'impression qu'il y a oula, ça infuse. Comme le petit sachet de thé, ça vient en moi et là je dis, ah ça y est, je l'ai. Et parfois c'est une évocation, c'est pas une vraie imitation. Parfois je fais une gestuelle, un truc que j'ai gardé de quelqu'un et les gens disent, ah, mais tu le connais bien. Non, c'est juste que c'est ça qui m'a touché. C'est un truc qui vous a parlé ou qui vous a touché. Mais peut-être que j'aurai à la fin de cette émission quelque chose qui aura j'aimerais bien, infusé par rapport à vous. Tout vous sourit et en coulisses, Gad Elmaleh, il y a aussi un événement qui va probablement changer votre vie. Vous allez devenir papa, la paternité, on en parle dans un instant sur France Bleu. Vous écoutez Dans le rétro, Gad Elmaleh, notre invité. France Bleu, dans le rétro. Qui s'écrase sur le micro. À chaque fois que ça, j'avais la tête posée sur le micro. On s'en fout. Télétransportation. Il faut le garder, ça. Vous me promettez que vous le gardez. Bien sûr. On s'en fout. Nous sommes dans le 12e arrondissement de Paris, à la clinique du bien-être. 1er novembre 2000, vous devenez papa pour la première fois. Il s'appelle Noé. Qu'est-ce qui a changé son plat. Qu'est-ce qui a J'avais changé engagé un chez ingénieur du son parce qu'on avait prévu de faire cette émission 21 ans plus tard. Qu'est-ce qui a changé chez vous ce jour-là ? Qu'est-ce qui a changé chez moi ce jour-là ? Tout, ma vie entière. J'étais sur scène la veille et le jour de la naissance. J'ai toujours, de toute façon, toute ma vie, j'ai été sur scène et j'ai des souvenirs de scène le jour de la naissance de mon premier fiston, de marcher, de voler, quoi, vraiment. J'étais en train de voler, vraiment. Et c'était une émotion très, très forte. Après, ouais, ça vous change un homme, non ? Non, mais sérieusement, non, mais vraiment, vous déconnez, mais vie, sérieusement. Ça m'a changé ma vision de la vie, ça m'a changé... Non, ça m'a changé le... J'ai peur de dire des banalités, mais ça a changé le but, ça a changé le cahier des charges n'est plus les mêmes. C'était quoi le but avant et c'est quoi le but aujourd'hui ? Je pensais plus à moi, quoi, forcément. Donc c'était moi, c'était... Alors pour plusieurs raisons, je pense que même si j'avais pas d'enfant, je penserais moins à moi dans le sens me prouver, essayer de réussir pour prouver aux parents ce que j'ai pas fait à l'école, etc. Mais après, quand tu as un enfant, mais bon, je veux pas donner de leçons à tous les... Il y a des millions de gens qui nous écoutent et qui ont des enfants qui vont dire pour qui se prend, après, c'est des expériences individuelles aussi dans lesquelles on peut parfois se reconnaître. Mais l'expérience individuelle, en tout cas, que moi j'ai faite en tant que père, c'est plus me détacher légèrement de moi et être plus un point de départ qu'un but. Ça, c'est ce que Martin Buber dit dans Le Chemin de l'homme, s'envisager soi-même comme un point de départ et pas comme un but. Et quand tu deviens papa, je l'ai senti. Sens-tu ? Ouais, centuple. Je me suis plus vu, moi, comme un point de départ pour mon enfant qu'un but à atteindre. J'étais moi-même mon but avant d'avoir des enfants. Ouais. Plus égocentré, finalement. Totalement. Tout à fait. Mais il y a des gens pas égocentrés qui n'ont pas d'enfants non plus. Attention, attention, parce que là, je vous vois venir, bad buzz, hashtag, balance ton comique, je suis traumatisé, j'ai posé 4 jours d'ITT quand j'ai écouté l'émission, manif de République à Bastille. Quand on est parent, on se pose toujours un tas de questions sur l'éducation, sur la transmission. On totalement. peut éprouver de la culpabilité aussi parfois. Tout ça, ça vous inspire. Il y a d'ailleurs ce spectacle, ce spectacle qui s'appelle D'ailleurs. Sauf que c'est pas de celui-là que je voulais parler, mais c'était de Papa est en haut. Où là, vraiment, vous parlez de la paternité. Quelle différence il y a finalement entre le papa que vous aimeriez être et le papa que vous êtes finalement ? Et est-ce qu'il y a des différences ? Bien sûr qu'il y a une différence. Alors le papa que vous aimeriez être, il est comment et le papa que vous êtes aujourd'hui ? Il est plus patient, il est plus serein, il est surtout plus patient. Ouais, c'est celui que j'aimerais être, c'est là-dessus, on va dire. Mais voilà, après, chaque papa a ses qualités, ses défauts, chaque papa a Mais moi, je pense que j'aurais aimé être un peu plus patient. Le reste, non, avant, je disais plus disponible, mais c'est pas vrai, c'est des formules, puisque je ferai un seul anglicisme dans cette émission, et ce sera le seul. J'aime bien l'idée de quality time. J'aime bien cette expression, quality time. On peut le dire en français, mais c'est pas une expression en français. Du temps de qualité. Et on n'a pas un concept plutôt pour décrire ça. Plutôt que la quantité. La qualité plus que la quantité. Du temps de qualité. Donc ça, c'est important pour moi. Voilà. J'aurais aimé être un papa plus patient, mais c'est pas grave. Ils ont autre chose à la place.
Noé, aujourd'hui, il a 20 ans. Vous avez eu un autre fils, 13 ans plus tard, avec Charlotte Casiraghi, la petite fille de Grace Kelly et du prince Régnier, télétransportation. Un jour, mon prince viendra. Bon, c'est pas vraiment un prince que vous avez rencontré, mais une princesse. Enfin, elle n'est pas princesse non plus, en fait. Elle est membre d'une famille princière. Je sais pas pourquoi j'ai balancé ce son, du coup. Ça n'a aucun sens. Mais elle n'est pas princesse, c'était pas Non, un mais c'est prince. joli. Enfin bon, voilà. On vous a raconté à vous aussi les histoires de Prince Charmant, peut-être. Bah, tout à fait. Tout à fait. Mais rien que de réécouter le son, moi j'aime Moi, bien. j'adore, moi j'aime beaucoup. Monaco, c'est. Il n'y a pas la même pour les garçons. Bah non. Et ça, c'est injuste. Bah oui. On est dans la guerre du genre, il faut pas, oui, c'est toujours les hommes. Et pourquoi nous, on n'a pas cette chanson-là? Mais peut-être un jour. Peut-être. Monaco, c'est un autre monde. Vous l'avez côtoyé pendant quelques années. C'est amusant et touchant quand vous en parlez dans votre spectacle d'ailleurs. En ce moment, au Palais des Sports de Paris, au début, vous vous posiez beaucoup de questions sur comment agir, comment se tenir. Il y avait une pression. C'était quoi ces questions? Non, la pression vient de ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a deux choses. On revient au syndrome du blédard. Donc, tu es dans un contexte où voilà, tu espères de ne pas faire de faux pas, tu espères de ne pas dire de conneries. Voilà, le mot qu'il ne faut pas. Et l'aspect plus, parce qu'après, il faut faire rire, l'aspect plus comédie, c'est plus où je mets en scène aussi ma famille et volontairement, je prends un petit décalage et je l'exagère pour faire rire, sinon ça devient une conférence. Et parce que c'est la vérité, je vais pas me mentir. Je vais pas vous dire que moi je suis arrivé là et que je connaissais tous les codes. C'est pas vrai. Il faut dire la vérité. En revanche, pour avoir grandi au Maroc, dans un pays où il y a une monarchie, des traditions, des princes et des princesses aussi. Et moi, je connaissais des codes qui sont des choses de respect assez naturelles et qui ne sont pas ni du fantasme, ni une crainte mais peut-être plus de loin. Et là, tu te dis, il ne faut pas que je dise là. Alors bon, j'en joue dans le spectacle et j'exagère les choses. Et ma mère qui dit les mots je ne veux pas spoiler les vannes du show. Votre ordonnance? Moi, j'ai spoilé, désolé. Non, mais ce qui est intéressant par rapport à Monaco aussi, c'est qu'il est exactement un lieu et une séquence du show où moi-même, je passe, je traverse. Et je suis en recul encore une fois. Et je veux me foutre de ma gueule là-dedans. De la même manière que quand j'arrive à Hollywood. De la même manière que quand j'arrive dans un milieu qui n'est absolument pas le mien, qui soit social, religieux. Donc à chaque fois, je traverse ces endroits. Et moi, ça m'éclate de jouer avec ces éléments-là. Et quand je dis plus intime, c'est que je veux en parler. Je l'ai vécu. Donc je ne veux pas mentir là-dessus. Ça vous éclate, mais est-ce que ça vous impressionne aussi? Moi, ce qui m'impressionne, c'est les humains. C'est les gens, c'est les rencontres que je fais. Donc, je pense que c'est ça qui m'impressionne profondément. Quelle que soit la classe sociale, quelle que soit... moi, je peux être bouleversé, impressionné par quelqu'un qui est... Je sais pas, qui est dans la rue, quoi. C'est pas la... Non. Et puis j'ai appris ça justement. Moi, je suis à l'écoute et puis je suis à l'écoute de tellement de gens. Je suis tellement curieux avec les gens que je fais pas de raccourcis. Parfois, on me présente des gens comme ça. D'ailleurs, c'était beaucoup le cas aux États-Unis quand je vivais là-bas. Tiens, je vais te présenter un tel. Tu sais, c'est le producteur de ça. Il a produit ça. Il a produit ça. Il a produit ça. Attends. Dis-moi qui c'est. Présente-le-moi d'abord. Je veux sentir qui c'est comme homme ou comme femme. Télétransportation maintenant, justement, on en parlait. Nous sommes en 2015 au Joe's Pub à New York. She's a weird answer. I didn't want to know how she was feeling or something. Just wanted to have sex with her after the drink. C'était où je parlais des Américaines avec toutes leurs façons... Pour les draguer, etc. Waouh. Donc ça, c'était au Joe's Pub. Ouais. Joe's Pub. Il y aura ensuite le spectacle American Dream, dans lequel vous racontez votre installation à New York. Ouais, New York. La difficulté de draguer les New-Yorkaises. Vous racontez le Paris imaginé par les Américains. On vous voit dans les grands talk-shows, on vous voit justement avec des stars internationales qui viennent d'ailleurs vous voir. Vous appellerez ça votre bulle américaine. Quand on est dans une bulle, on n'est pas coupé des autres. Les autres, c'est, vous voulez dire la France, la famille... Par exemple ? On n'est pas coupé, mais si on veut être un peu concentré et si on veut profiter de l'expérience totalement, alors il faut se mettre dedans à fond. Il ne faut pas oublier non plus, puisqu'on reste connecté. Moi, je reste connecté, alors peut-être moins,
mais je reste connecté à la famille, aux amis, au métier, mais moins, parce qu'on le voit, je suis en train de faire les talk shows, j'en rêvais depuis que j'étais gamin. Le jour où je me retrouve sur le canapé de Jimmy Fallon, j'étais comme un fou, j'étais très heureux, j'étais très grisé par le... Je comptais les secondes, je les savourais. On ne peut pas faire cette expérience-là sans être à fond dedans, de la même manière qu'on ne peut pas faire une carrière entière là-bas si on ne vit pas là-bas. Et c'est la raison, d'ailleurs, pourquoi je ne pourrais pas faire une carrière aux États-Unis aujourd'hui, c'est que si tu n'y vis pas, tu ne peux pas. Ça cartonne pour vous à ce moment-là. En 2017, il y a la chaîne YouTube Comic qui balance des vidéos d'humoristes en les accusant de plagiat. Vous en avez parlé régulièrement, on va pas revenir là-dessus, mais juste une chose. Aussi. Non, juste une question. Est-ce que le succès agace et est-ce que la réussite est honteuse ? Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que je dois dire que le moment où ces accusations elles arrivent, d'abord j'aurais rêvé avoir le recul que j'ai aujourd'hui par rapport à ça. Et moi j'étais blessé, donc forcément quand j'ai été blessé, je me suis tout de suite défendu et c'est plus l'orgueil qui a parlé. Et j'aurais dû dire en effet une chose qui aurait calmé tout de suite, dire non, vous voulez parler de ça et ça ? Alors oui, en effet, quand on a commencé le stand-up il y a 25 ans en France, de la même manière que le hip-hop et tout ça, on a pris des petites choses, des gimmicks, mais à côté de ça, c'est toute mon œuvre, ma vie que je me donne sur scène. Donc j'aurais aimé avoir cette sagesse-là, mais vous évoquez quelque chose qui est juste, c'est que ça arrive pile poil au moment où je reviens des États-Unis. C'est-à-dire, en gros, mec, tu peux pas tout avoir. On va te le dire, tu fais le malin, tu fais ça, mais ça devient un peu trop. Et donc, il se forme une petite équipe comme ça. Sur le moment, ça fait mal. Et aujourd'hui, merci les gars. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Vous parlez de sagesse. Mais finalement, si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous êtes pris ça dans la tronche aussi. Entre autres. Ouais. Bon, j'ai pris d'autres trucs. Mais ça a dû jouer aussi. Oui, ça joue. De prendre un peu plus de recul après, de retrouver l'essentiel. On prend du recul, on devient plus exigeant sur son écriture parce qu'on se dit, vous voulez faire les malins, ça c'est moi. D'ailleurs, j'aime bien penser à mon spectacle en me disant, je veux raconter des choses que seul moi peux raconter puisque c'est moi qui les ai vécues. Donc, allez pas me sortir vos... Bon, après, ce qui a été pathétique, c'est comment les gens se jettent sur... moi aussi, j'ai une requête. Bon, après, c'est la nature humaine qui est comme ça. Mais merci, parce que aujourd'hui, je sais qui sont mes amis aussi dans ce métier. Gad Elmaleh, notre invité dans le rétro. Je les compte sur les doigts d'un doigt. Gad Elmaleh, notre invité dans le rétro. Il est au Palais des Sports en ce moment à Paris, en tournée dans toute la France. Le spectacle s'appelle D'ailleurs, Gad Elmaleh. On revient tout de suite sur France Bleu. J'y vais. Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunewald. C'est le week-end, on est bien, on se balade tranquillement avec aujourd'hui Gad Elmaleh dans le rétro. On va se faire un petit trip maintenant dans le futur, destination 2050. Gad Elmaleh, vous êtes là, assis, seul, face à vous-même, sur la plage d'Ain Diab à Casablanca. Ah, j'espère. Vous repensez au temps qui passe, à votre père qui pointait du doigt l'horizon en vous disant de l'autre côté, il y a l'Amérique. Vous repensez à votre vie, à ceux qui sont là, à ceux qui sont partis. Qu'est-ce qui vous manque en 2050 du temps passé ? Waouh, c'est tellement difficile. Mais c'est beau d'imaginer ça. En 2050, est-ce qu'on ne sera pas sous l'eau en train de pouvoir respirer sans problème ? Peut-être. Sans manger parce qu'on aura eu une pastille la nuit et la 27e dose. Je crois que je me dirais, c'est pour ça que c'est bon de se projeter, je me dirais en 2050 ce que je devrais me dire aujourd'hui. C'est-à-dire ? C'est pas grave. Rien n'est grave. C'est pas très grave. Calme-toi, c'est pas grave, c'est cool, pas grave. Ce voyage dans le temps, on le termine parfois avec une citation. Aujourd'hui, je voudrais qu'on le termine avec une dernière escale qui vous rappellera peut-être votre grand-mère à l'époque où elle vous donnait une petite pièce après vos tout premiers spectacles, Télétransportation. Nous sommes à la fin d'une de vos représentations. Vous êtes connu, reconnu. Vous retournez dans votre loge, votre grand-mère vous rejoint. Comme à l'époque où vous imitiez ses voisines, elle sort ce jour-là une pièce. Vous refusez. Elle vous dit « c'est pas parce qu'on a beaucoup qu'on ne doit pas recevoir et c'est pas parce qu'on a un peu qu'on n'a pas le droit de donner ». C'est beau et touchant, vous êtes ému. Oui, parce que c'est vrai. Et elle me l'a dit avec ses mots et moi je l'ai un peu traduit. Et c'est ce que je pense profondément, c'est que
c'est dur dans ce métier de garder. C'est bien beau d'afficher des concepts, de parler, de j'ai gardé les pieds sur terre, j'ai des valeurs, mais l'appliquer au quotidien et de garder cet enseignement alors qu'il se passe plein de choses et que c'était mon premier Olympia. Et donc, c'est un enseignement que j'essaie de transmettre maintenant. Et que c'est pour ça que je veux continuer à faire rire. D'ailleurs, je veux reprendre une phrase on est dans les citations. Et j'ai découvert que c'est Gérard Jugnot qui a dit cette phrase. Le rire, c'est comme les essuie-glaces. Ça n'empêche pas la pluie, mais ça permet d'avancer.